Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Je le disais à l'instant, un sondage donne Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous êtes de ceux qui croyaient qu'il faut commencer à prendre l'option d'une victoire du Rassemblement national à la présidentielle au sérieux ? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut la combattre, cette option, parce que ça serait une catastrophe pour notre pays, à la fois économique, sociale et même politique. Mais évidemment que Marine Le Pen peut être élue à l'élection présidentielle, d'abord parce que les Français sont libres de leur choix et qu'on voit... Ça n'allait pas de soi il y a quelques années. Non, mais on voit d'ailleurs que les Français ne croient pas qu'elle soit capable d'être présidente de la République, mais leur déception vis-à-vis d'Emmanuel Macron est telle que ça peut survenir. Et la question en réalité, c'est la difficulté aujourd'hui de l'opposition, des oppositions, à présenter une alternative à ce qu'ils ont choisi, elle, Marine Le Pen, et lui, Emmanuel Macron, comme le match imposé aux Français. Or, 70% des Français ne veulent pas de ce match. Mais ils l'anticipent. Ils l'anticipent, mais je pense qu'ils choisiront autre chose, parce que vous savez, personne ne peut conduire les Français à un choix qu'ils refusent. A-t-elle changé le logiciel du Rassemblement national, Marine Le Pen, au point de fragiliser ce qui restait du Front républicain ? Non, je crois que le Front national est resté exactement le même. Simplement, il essaye de présenter des atours plus sympathiques, on va dire, ou plus respectables. La réalité, vous savez, c'est que le discours démagogique est toujours le même. C'est-à-dire qu'il cherche à dire ce qui fait plaisir aux Français, et notamment aux Français en colère. On a un très bon exemple sur les vaccins. Quand les Français avaient peur du vaccin et disaient « je ne vais pas me faire vacciner », Marine Le Pen, elle leur disait « moi non plus, je ne vais pas me faire vacciner ». Puis quand les Français ont changé d'avis, elle a changé d'avis. Pour moi, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui guide les citoyens, c'est pas quelqu'un qui les suit. Est-ce que vous serez candidat à la présidentielle, Jean-Christophe Lagarde ? Je vais vous poser la question très directement, parce que tout le monde dit que vous êtes en train de vous préparer. Alors allons-y. C'est normal que l'UDI se prépare à défendre ses idées en 2022. On y travaille activement. Pourquoi il est normal que l'UDI se prépare à défendre ses idées d'ailleurs ? Pourquoi l'UDI serait-elle le seul parti à ne pas avoir la possibilité de défendre ses idées ? Parce que ça fait des années qu'elle est derrière les Républicains notamment. Eh bien justement, ça fait partie des changements qui sont nécessaires de mon point de vue, mais surtout, on l'a fait en 2019 au moment des élections européennes. Aujourd'hui, vous savez... vous avez fait 2,5% des voix. Très bien, Emmanuel Macron était à 2,5% des voix, c'est un an et demi avant l'élection. Tout ça, le coup des sondages, on me l'a fait une fois, on ne va pas me le refaire deux fois. Non, mais là, c'était des élections, c'était les européennes de 2019. Vous avez fait 2,5%. Oui, et les sondages donnaient 1%. Vous voyez comme quoi, dans ce même studio, vous aviez une consoeur qui passait son temps à parler des sondages plutôt que de parler de propositions. Je pense que ce n'est pas réellement le but. Mais pour revenir très simplement, aujourd'hui, qui tire les leçons de cette crise ? Qui dessine des perspectives ? On n'est pas encore aujourd'hui au moment de l'élection présidentielle, tout ça viendra à l'automne, donc ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais c'est ce que nous essayons de faire, parce que évidemment que nous allons arriver à surmonter cette crise. Sans doute d'ici la fin de l'été, l'automne, le nombre de personnes vaccinées va parvenir à nous protéger mieux et à nous faire revivre plus normalement. On a passé les 2 millions aujourd'hui. Oui, c'est indigent par rapport à ce qui existe ailleurs. Et c'est d'ailleurs, moi qui suis un militant européen convaincu, un des échecs de l'Union européenne, que de ne pas avoir su nous fournir des vaccins en étant naïf dans les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques. Et encore aujourd'hui, elle l'est. On va y venir sur le mea culpa d'Ursula von der Leyen. Mais pour terminer sur votre positionnement, il y a peut-être des gens qui vous regardent ce matin qui disent « Mais qu'est-ce que l'UDI peut avoir de différent à dire, par exemple, d'un projet, d'un programme qui serait celui d'Emmanuel Macron à la présidentielle ou de celui des Républicains ?» Comment est-ce que vous identifieriez ce matin très simplement votre spécificité ? Nous avons besoin d'une construction européenne pour rétablir nos souverainetés face à la Chine et aux États-Unis. Ça, Emmanuel Macron le dit. Oui, bien sûr, il ne le fait pas. Il y a une grande différence entre celui qui est en place et celui qui voudrait faire. Deuxièmement, nous avons un besoin de décentralisation formidable. Aujourd'hui, l'État est celui qui veut être l'homme orchestre. Et il faudrait qu'il soit chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de jouer sur tout, de s'occuper de tout. Il fait tout mal. Et les seules choses qu'il est le seul capable de faire, il le fait absolument mal. Qu'est-ce qu'il fait mal ? Le plus mal et qu'il est seul à faire. L'éducation, la sécurité, la justice, les relations étrangères et même la défense. Là, on doit recentrer l'État sur ces mesures et on doit laisser les acteurs locaux beaucoup plus libres de la façon dont ils jouent la partition. Pardon de vous prendre un exemple qui est celui d'aujourd'hui. Sur la santé, quand on a regardé ce qui s'est passé au printemps, on avait 30 000 morts quand les Allemands en avaient 4 ou 5 000. Leur système est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus adapté. Aujourd'hui, ils sont plus en difficulté que nous le sommes ? Ce n'est pas exact quand vous regardez la réalité des chiffres et du nombre de décès d'abord. Et deuxièmement, je pense profondément que les réalités n'étant pas les mêmes d'une région à l'autre, on a besoin de laisser les acteurs locaux décider ensemble. Vous savez, les fameuses ARS, personne ne savait ce que c'était, les agences régionales de santé. Ce sont des préfets délégués en réalité par le ministère de la Santé. C'est des petits ministères de la Santé dans la région. Le résultat dans la région Grand Est au printemps dernier, c'est que l'ARS régionale ne parlait pas à l'ARS départementale. C'est un bon résultat. Quand vous mettez des élus à la tête, ils se parlent nécessairement parce que sinon ils se font engueuler par les citoyens. Décentralisation, c'était une spécificité de l'UDI ?
Oui, bien sûr, puisque personne n'en fait. D'ailleurs, c'est même le contraire de ce que fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un bonapartisme centralisateur. C'est même un colbertisme économique. Moi, je ne pense pas du tout que dans le monde moderne, ça fonctionne. Mais quand est-ce que vous prendrez votre décision ? Quand est-ce que vous prendrez votre décision sur la présidentielle ? D'abord, nous sommes en train de nous y préparer pour ce qui concerne l'UDI. Et deuxièmement, on aura ce débat à l'automne, le moment venu. Vous savez, 5 ou 6 mois pour les Français, surtout dans la circonstance actuelle, pour choisir un président de la République, ça suffira bien. Pour l'instant, on a besoin de se retrousser les manches avec autre chose. On en vient à la crise sanitaire. D'ailleurs, c'est sans doute que cette présidentielle se fera encore sur fond de crise sanitaire ou de conséquences de cette crise sanitaire. Vous espérez que non ? On a le choix ? On a le choix parce que si nous arrivons à nous faire vacciner suffisamment nombreux, la crise sanitaire sera derrière nous. Par contre, devant nous, on aura une crise économique et sociale, une reconstruction du pays et peut-être, comme je le disais, tirer des enseignements de ce qui s'est passé. Par exemple, nous sommes peut-être, et sans doute de mon point de vue, à la veille d'un reconfinement d'ici quelques semaines. Cette fois-ci, les écoles risquent d'être confinées. Il faut en avoir conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache faire l'école aussi quand ce genre d'accident arrive. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle est laissée à l'abandon. J'entends le discours compassionnel. C'est un discours permanent. « Oh, les pauvres jeunes, oh, les pauvres jeunes ». Il faudrait déjà les remettre dans les universités en les vaccinant. C'est ce que j'ai proposé avec le AstraZeneca qui n'est pas efficace pour les anciens. Mais il faudrait aussi dessiner des perspectives professionnelles. Ça va être très difficile de rentrer sur le marché du travail. On a d'autres voies à inventer, y compris celle de l'engagement, celle de la passion qu'ont les jeunes pour beaucoup de missions de service public. Vous venez de dire assez rapidement, et c'est important peut-être de s'y arrêter un instant pour les gens qui vous regardent ce matin, vous dites de toute façon le reconfinement il aura lieu. Le porte-parole du gouvernement a estimé hier qu'il existe un chemin pour éviter le reconfinement, avec des chiffres qui pour l'instant sont assez stabilisés. Vous n'y croyez pas ? Écoutez, je n'y crois pas parce que ce que l'on voit dans les autres pays... D'abord, pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconfiné ? Parce que les Français ont été formidablement responsables à Noël et au jour de l'an, le gouvernement le dit enfin, et deuxièmement parce qu'ils continuent à l'être. Mais il est important qu'on retarde au maximum le moment où les variants, c'est-à-dire ces nouvelles formes de virus, vont être si nombreux qu'ils vont faire monter l'épidémie très rapidement. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. On n'est pas génétiquement fait différemment. En revanche, ce que je crois, c'est que plus on gagne du temps, et c'est en cela que la décision du gouvernement était juste, elle est très risquée. Si ça explose, avec le niveau d'occupation des lits d'hôpitaux en réanimation aujourd'hui, on est en danger grave. Mais plus on gagne du temps, plus il y aura de gens vaccinés et plus on sera vers les beaux jours, c'est-à-dire avec moins de risques de contamination. C'est une course contre la montre dont nous sommes tous responsables. On n'a jamais dépendu autant les uns des autres. Je ne crois pas qu'on puisse éviter le reconfinement. Enfin, pourquoi ? Et peut-être plutôt au mois de mars. Pourquoi je ne crois pas ? Parce que ces variants ont déjà multiplié par 4 au cours du dernier mois. Ils vont sans doute se multiplier par 4 encore ce mois-ci. Quand ils deviendront majoritaires, alors qu'ils touchent nos enfants, non pas ils ne les rendent pas malades, ils les rendent contaminables et contaminants. Oui. À ce moment-là, il devient très difficile de contrôler l'épidémie. C'est ce qui s'est passé partout ailleurs. Je crains que ce soit aussi le cas pour la France. Très vite, un mot sur la loi climat qui a été présentée hier en Conseil des ministres, 69 articles pour faire entrer l'écologie dans la vie des Français. Est-ce que vous êtes de ceux qui estimaient que ce texte ne va pas assez loin par rapport aux engagements des 150 citoyens français ou de ceux qui craignaient que ce texte ne soit un frein à l'économie ? Alors, il va évidemment pas assez loin dans la mesure où, de toute façon, il nous permet de faire entre 10 et 30% du chemin vers la neutralité climat. Donc, il n'y a pas eu grand-chose de fait dans ce quinquennat en matière d'environnement. Et là, on est un peu dans la cosmétique du fin de mandat. Et dedans, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qu'on proposait nous-mêmes. Le fait de moins artificier les sols en réutilisant les friches industrielles. Le fait de limiter, entre guillemets, un certain nombre de consommations. Par contre, quand on vous dit qu'on arrête la publicité sur les carburants, c'est pas ça qui vous empêchera de mettre de l'essence dans votre voiture. Donc, c'est cosmétique. Bon. Et quand on dit qu'on arrête la construction d'aéroports pour éviter les avions, on ferait mieux de faire voler des avions à l'hydrogène. On serait indépendant énergétiquement et neutre au niveau du carbone. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.